mais celui qui va siéger à sa place, c'est qu'il est un député qui est déjà là maintenant, qui est quelqu'un de très bien, c'est Marc Tarabella, qui travaille sur la politique agricole. C'est un homme du peuple. Sur la politique agricole, c'est lié à la politique agricole européenne et la politique agricole africaine. Vous savez, quand on produit du lait pas cher en Europe et qu'on ne sait plus l'écouler, vous savez où il va. Et qu'est-ce qu'il fait? Il détruit les producteurs africains. Absolument. Donc nous, avec Marc Tarabella, on essaye d'éviter des situations telles que celle-là. Donc si Paul ne vient pas, c'est Marc Tarabella qui monte, c'est parfait. Donc pour vous dire, c'est des profils intéressants. Si, je sais pas moi, il y avait un profil fou, je ne défendrais pas cette stratégie. Donc, Paul Magnette. Paul Magnette, il reste à Charleroi, mais il devient président de parti. On a un bon président de parti et il fait monter Tarabella. 2, Marie Arena. Et le troisième, c'est Hassan Boussetta, qui est à Liège. C'est un député avec lequel j'ai été sénatrice. Il était au Sénat quand j'étais élue au Sénat. C'est quelqu'un qui est exceptionnel. Il est professeur d'université à l'Université de Liège sur la question de la lutte contre le racisme et les droits fondamentaux. Sur la question des droits des demandeurs d'asile. Sur la question des droits des migrants. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est un humaniste de premier ordre. Et donc si on arrive à faire passer ces trois-là, donc si vous votez 1, 2, 3, non seulement on garde nos jetons pour faire la priorité Afrique, mais en plus on a 3 personnes qui siègent au Parlement européen qui sont des vrais socialistes et des travailleurs. Et donc moi je plaide effectivement pour qu'on ait des personnes telles que celle-là qui puissent monter, parce que je dis toujours, en politique on a un peu tendance à soutenir le cheval qui gagne, c'est le sien, un peu comme dans une écurie en disant c'est lui qui va gagner, mais la politique c'est pas une course, c'est pas une course automobile, c'est pas on gagne ensemble. Je dirais plutôt que la politique c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une, je sais pas, en sport, vous savez quand vous faites c'est comme quand vous passez la flamme à l'autre. Des relais. Pour moi, la politique, c'est des relais. C'est pas de la compétition entre nous, c'est vraiment un système de relais où si vous pouvez compter sur ceux qui gagnent avec vous, on est beaucoup plus fort en le faisant de cette manière-là. Et donc voilà pour l'équipe qui pourrait siéger au Parlement européen pour les socialistes au prochain tour. Moi, je continuerai, en tout cas, si on est dans cette configuration-là, je continuerai à plaider et à vouloir travailler sur la question de la relation Union européenne-Afrique. Et dans ce cadre-là, ça, on le récupère et je le prends à l'Assemblée parlementaire Union européenne, Afrique, Caraïbes, Pacifique, et on travaille sur base de cette résolution avec le Cameroun. Parce que la situation au Cameroun, malheureusement, n'est pas terminée. Malheureusement, je pense qu'on n'a pas fini. Les prochaines élections sont, on ne sait pas, c'est pas défini, mais voilà. Mais on devra suivre de près vraiment la situation qui aujourd'hui vit au Cameroun, en termes de droits de l'homme, en termes de sécurité, en termes de démocratie, en termes de gouvernance, en termes économiques. Il y aura vraiment une priorité qui devrait être mise sur, je dis Cameroun, mais sur cette région d'Afrique centrale, qui est une région qui, voilà, pour le continent africain, si elle ne va pas bien, le continent africain n'ira pas bien. Et donc on doit vraiment être très 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 attentif à ce qui se passe là. Voilà en gros le message, moi, que je voulais faire passer. Alors l'Europe, c'est bien entendu plein d'autres choses. Bien entendu, c'est la relation Union européenne avec le continent africain, mais c'est en premier la relation Union européenne avec l'Union européenne elle-même, qui n'est pas gagnée d'avance et où on voit fleurir les populismes à l'intérieur de l'Europe. Et ça, c'est aussi une de mes préoccupations, c'est que l'Europe ne devienne pas l'Europe des Salvini, l'Europe des Orban, l'Europe des Bar de Wever, parce que c'est une Europe qui fait marche arrière sur les droits fondamentaux. Et si on s'inquiète des droits fondamentaux dans d'autres pays, on doit aussi s'inquiéter des droits fondamentaux en Europe. Moi, j'ai visité, je suis originaire d'Italie du Sud, de Sicile. Et j'ai été alertée par l'Église
Italie du Sud qui me dit « Madame Arena, il faut que vous veniez voir. Il y a vraiment de graves problèmes aujourd'hui en Italie du Sud et il n'y a que nous qui pouvons dénoncer ces situations. » Et en fait, il y a aujourd'hui en Europe des systèmes d'esclavage qui ne portent pas ce nom, mais qui est de l'esclavage. Alors, soit c'est de l'esclavage avec des populations de personnes sans papier, qui travaillent évidemment dans des conditions sans nom, parce que comme elles ne sont pas protégées, on peut leur faire tout et n'importe quoi. Mais ce sont aussi des Européens. Et par exemple, dans les serres de tomates d'Italie du Sud, ce sont des femmes roumaines qui sont transportées de la Roumanie à l'Italie du Sud. Alors vous savez qu'il y a la communauté rome qui est très discriminée aujourd'hui en Europe, donc ce sont des Roms roumaines, pour lesquels les Roumains n'en ont que faire, qui sont transportés en Italie du Sud, qui sont dans les mains de mafieux, qui sont exploités à 2 € de l'heure, qui travaillent dans les serres à 50-60 degrés, qui sont violés par leur patron et qui vont à l'église pour se faire avorter. Vous imaginez, okay. C'est l'église qui nous dit, Madame Arena, de grâce, il faut faire quelque chose. Et donc, on a des situations telles que celle-là aujourd'hui en Europe. Et que tout le monde, c'est pas Salvini qui va les dénoncer, vu que Salvini est très proche du milieu de l'entreprise et très proche des milieux criminels. Et donc, on a des situations telles que celle-là en Europe, et on doit les dénoncer, parce qu'on ne peut pas dénoncer des situations de mal-gouvernance dans d'autres pays si nous-mêmes, on n'a pas la possibilité de démontrer qu'on met en place des systèmes de gouvernance et des systèmes de protection des travailleurs. Alors moi, ce sera vraiment un des deuxièmes piliers sur lesquels je travaillerai au niveau européen. C'est d'une part, travailler sur la question de la migration régulière et comment favoriser les systèmes de migration régulière en Europe. Migration, c'est différent de demandeurs d'asile. La migration régulière, c'est comment fait-on, comme étudiant, comme travailleur, comme mari ou épouse, pour venir s'installer en Europe. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas ouvrir des portes de migration aujourd'hui en Europe? Moi, je suis pour l'ouverture d'une porte de migration régulière. Et puis, il y a la question des demandeurs d'asile. La question des demandeurs d'asile, il ne faut même pas se poser la question. On a signé des conventions internationales, qui est la Convention de Genève, qui dit « Toute personne menacée a le droit à la protection ». C'est-à-dire qu'une personne qui frappe à la porte et qui vous démontre qu'elle est menacée, eh bien la porte est ouverte. Or, aujourd'hui, on fait le mélange entre l'asile, la migration, il y en a qui font même le lien entre sécurité, parce qu'évidemment, derrière tout migrant demandeur d'asile, il y a un terroriste. Tout le monde le sait. Enfin, moi, c'est ce que j'ai dit. Vous savez, Mera et Nemouche, c'était pas des migrants, hein. C'était des Français. Ils n'ont pas dû traverser la Méditerranée. Hein. C'est comme si, au moins, on me renvoyait à la question de mon origine. Enfin, moi, je suis belge. Alors c'est vrai, je suis un petit peu plus colorée que la moyenne, mais je suis belge. Est-ce qu'on va me dire qu'à un moment donné, on va dire oui, mais non, toi, tu as traversé le détroit de Messine pour venir parce que tes parents étaient siciliens. Donc il faut vraiment que là-dessus, les socialistes et démocrates soient très clairs et puissent vraiment travailler. Et là, avec Cécile Kennedy, on a aussi beaucoup travaillé sur la question de la migration au niveau de l'Europe, et il va falloir qu'on soit encore plus fort demain qu'on l'était aujourd'hui. Donc pour moi, ce sont vraiment les enjeux qui sont les enjeux fondamentaux pour l'Europe d'après mai 2016. Voilà en gros les messages, mais je vous laisse aux questions. Voilà, et chers amis, après ce brillant exposé de Madame Arena, et je vous dis, chaque fois que nous avons eu à discuter avec elle, en 2014, on avait le professeur Alain Foguet, on a parlé de la double nationalité, c'était excellent. Je pense que la salle était toujours remplie qu'aujourd'hui.
Je dois dire, Madame Arena, que nous avons essayé habituellement. Habituellement, nous avons une salle plus grande, mais ce week-end, il y a beaucoup d'activités dans le foyer, ici, Piano Fabrique, et voilà, ils nous ont donné celle-ci. Mais voilà, c'est vraiment excellent, c'est super. Maintenant, je vais vous passer la parole pour la séance de questions. Je vous précise que nous allons prendre quelques questions, on va discuter peut-être une vingtaine de minutes. Et après, la seconde séance, la dernière partie, ce sera une interview de Madame Arena, donc il faudra que les autres quittent la salle. Ok. Oui, on peut ouvrir la fenêtre. Bonjour madame, moi c'est Siméon Sono. Alors, j'ai une question qui a deux volets. Le premier volet, je le pose sur les méthodes du Parlement européen. Vous avez parlé du narratif, je veux dire la réaction hystérique des autorités camerounaises, que ce soit le gouvernement ou le Sénat qui s'est réveillé à travers son président, parce que nous on ne savait plus qu'il y avait encore le Sénat. J'aimerais savoir, le Parlement européen travaille sur quelles sources, au-delà de ce que les camarades nous ont donné. Est-ce que sur place, vous avez une représentation qui essaie de faire le recoupement des informations? Auquel cas, il serait quand même important de le souligner pour qu'on sache que ce n'est pas seulement une histoire de copinage qui nous a fait arriver là où vous êtes. Le deuxième volet, il concerne la réaction de deux eurodéputés dont on parle beaucoup au Cameroun. C'est-à-dire les représentants, je crois, les députés du Rassemblement national, du Front national. Comment vous interprétez ça chez vous? Est-ce que c'est juste une question de liberté d'opinion? Ou bien, parce qu'on a lu beaucoup de choses sur le net, évidemment, concernant ces deux députés. Comment vous allez analyser leur intervention? Je vous remercie. Ça, deux, trois questions. Merci Madame Alena. Moi c'est Laurent Boulia. Vraiment un très grand merci déjà pour ce que vous avez fait dans le cadre de la crise de cette résolution. Nous nous en sommes extrêmement reconnaissants. À titre personnel, je voudrais juste poser une question de politique intérieure européenne, puisque j'ai parmi nous avons la chance de participer à ces élections en tant qu'électeur. Vous avez présenté tantôt le trio pour le PS, qui normalement, si nous avons voté pour le trio, ce serait bien pour renforcer l'équipe au niveau du Parlement, notamment pour le groupe parlementaire. Je voudrais savoir, en dehors de cette trois, et de M. Tarabella, qui est le suppléant apparemment de M. Mayette, est-ce qu'il y avait d'autres candidats autres que vous avez présentés sur la liste? C'était juste pour information, parce que, au-delà des trois personnes que vous avez présentées, nous avons compris que c'est votre préférence. Seulement, il peut se trouver que nous ayons d'autres préférences dans la liste, en plus de Marie Arena. Je peux déjà dire, parce que nous allons commencer d'abord par Marie Arena dans la liste pour ceux effectivement qui doivent voter. C'était uniquement ma question. Bonsoir encore et un immense merci. Je pense que ce n'est pas, on ne dira jamais assez. Mais ma question va un peu dans le sens de la première question, du premier intervenant en termes de questions. Parce que, voyez-vous, nous sommes des Camerounais et on sait que le pays européen qui nous a eu sous tutelle, c'est la France. On sait que le Parlement européen pourrait prendre des résolutions, mais entre guillemets, il fait des fins mots, c'est-à-dire c'est toujours la France. Est-ce que vraiment la France peut mettre un veto par rapport à des résolutions que prendra peut-être l'Union européenne? Ça c'est ma question. Oui. Mon nom c'est Armand Mongo, je vous remercie encore une fois de votre disponibilité à répondre à nos questions. Je voudrais approfondir un peu sur les accords de Quand vous avez parlé du Nigeria, le sujet du Cameroun, c'est un
un problème, ça pose un problème sérieux, ça affecte le problème sérieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous comptez le dénoncer? Parce que sous la forme telle que nous avons fait sur le Cameroun, c'est une sorte de... Allez, je ne vais pas dire le mot, mais c'est une sorte d'arnaque entre l'Union européenne et le Cameroun. Est-ce que vous comptez dénoncer si jamais? Oui, monsieur Grand-Argent, ma question sera très concernant les résolutions. Elles ont été prises et vous êtes au courant de la réponse du gouvernement. Ils sont clairs, ils ne vont pas plier. Ma question, c'est quoi la suite? Parce que c'est sûr, ils ne veulent pas plier. Merci. Bon, elles vont en fait première série. Absolument. Alors, plusieurs choses. Donc, par rapport à la première question, comment faire en sorte qu'on crédibilise une résolution telle que celle-là par le biais d'un certain nombre d'organisations. Donc, évidemment, nous, comment est-ce qu'on travaille? On est alerté par des gens qui nous disent « Attention, il y a quelque chose qui se passe là-bas ». Une fois qu'on est alerté, ce qu'on fait, c'est qu'on va rechercher l'information qui est diffusée par des organisations indépendantes. Parce que c'est vrai que si je dis « Moi, c'est le MRC », les gens vont dire « Le MRC, c'est un parti pris ». Évidemment, c'est un parti pris. C'est comme si, moi, quand on critique le gouvernement MR-NVA, il n'y a que le PS qui critique le gouvernement MR-NVA. Ils vont dire, c'est normal, ils sont dans l'opposition, donc ils critiquent. Ils ne peuvent pas dire quelque chose de positif. Par contre, quand nous, on critique en disant, le budget est un leurre, c'est un mensonge, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher le bureau du plan, et le bureau du plan confirme ou infirme ce qu'on dit. Mais une fois que c'est confirmé, c'est plus le PS qui dit le budget est une arnaque, c'est le bureau du plan qui dit le budget est une arnaque. Et donc nous, c'est ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire qu'on est allé argumenter par le biais de différentes organisations, Human Rights Watch, qui ont les informations qui viennent du Cameroun. J'ai même moi demandé qu'on ait une mission d'observation au Cameroun pour dire, mais allons voir. Et cette mission d'observation a toujours été refusée jusqu'à présent. Et donc, il va falloir, c'est pour ça que sur base de cette résolution, on puisse, quand le Parlement se remettra en place, dire on va demander d'aller voir, pas aller voir en ayant le gouvernement comme tutelle, mais pouvoir aller faire notre programme nous-mêmes et de dire on veut rencontrer celui-là, on veut rencontrer celui-là, on veut aller dans les prisons, on veut aller... Donc, mettre en place un dispositif qui est un dispositif indépendant. Et c'est pour ça que je disais que c'était important qu'on ait tous les partis politiques chez nous, excepté, et je vais venir sur le Front National, tous les partis politiques pour qu'on ne dise pas c'est une résolution partisane. Si cette résolution rencontre les préoccupations du MRC, c'est parce que le MRC dénonce des choses qui peuvent être dénoncées par d'autres au niveau du gouvernement. Donc c'est ça qui est important. Et tous les partis politiques européens ont adhéré, démocratiques, ont adhéré à ça. Et donc ça, je pense que c'est aussi important, et c'est pour ça que d'entrée de jeu, j'ai dit, on a travaillé socialistes, libéraux et chrétiens sur la résolution, plus les Verts et la gauche radicale sur la résolution. Et donc ça, c'est vraiment pour la crédibilité qui est donnée. Le Front National, je dois avouer que... Alors le Front National, ils ont une attitude, et c'est quelque chose de très 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 dérangeant quand on travaille sur la question de l'Afrique, c'est que comme ils sont nationalistes, dans le sens étroit du terme, ils rentrent dans la dialectique et dans le narratif de l'ingérence, en disant laissez-les faire, ils savent ce qu'ils doivent faire. Et donc ils donnent raison au gouvernement, évidemment. Et parfois même, les pays qui sont aujourd'hui critiqués, parfois même, moi j'entends des Africains ou sur d'autres continents, parce qu'ils le font aussi sur d'autres continents, dire au niveau européen, finalement, les seuls qui nous respectent, c'est le Front National. Et donc je leur dis, vous savez, l'objectif du Front National, c'est pas de vous respecter. Hein. L'objectif, c'est de... Ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre s'occupe de ce qui se passe chez eux. Qu'on fasse bien ou qu'on fasse mal. Donc eux, ils disent, si Marine Le Pen devient patronne de la France, ils ne veulent pas que l'Allemagne vienne dire à la France qu'elle va faire. En matière de droits de l'homme ou en d'autres matières. Donc, c'est cette logique-là. Mais c'est vrai que ça peut être perçu par les gouvernements comme des soutiens clairs.
avouer que le discours du Front National, j'ai tendance à je les ignore. Pour moi, ce n'est pas un discours que je prends en compte parce que c'est un discours non démocratique. Et je ne dialogue pas avec la non-démocratie. Je dialogue avec tous les démocrates parce que personne ne détient la vérité. Mais par contre, eux, je suis sûre qu'ils sont dans le faux. La non-démocratie n'est pas la valeur que je peux défendre. Donc je ne dialogue pas avec le Front National. En ce qui concerne les préférences sur les listes. Ah oui, donc, moi j'ai expliqué la stratégie pour en garder 3. Donc pour garder 3 députés au Parlement européen. Parce qu'il faut savoir qu'au Parlement européen, c'est très compliqué, le système d'élection est très compliqué, c'est très difficile d'en gagner un de plus. Parce que la répartition des sièges est une répartition, je dois vous avouer que moi-même, donc on a 20 Belges qui se répartissent dans tous les groupes politiques. Il faut avoir un certain seuil pour pouvoir en avoir un, mais une fois que vous avez le seuil, vous avez des sièges qui circulent parce que les répartitions se font à la clé d'Hunt, et donc c'est très 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 compliqué comme système. Ce qui est sûr, donc moi je vous ai donné une stratégie pour en garder 3. Et avec le système de la répartition de la case de tête, c'est les 3 premiers en général qui passent. C'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, évidemment que vous pouvez, donc sur une liste, vous pouvez en voter autant que vous voulez. Et donc, à un moment donné, sur la liste des Européens, je ne sais pas si j'ai ici, là, avec moi, la liste complète. J'ai un petit papier, je ne sais pas si j'ai pris ma liste complète avec moi. Je ne pense pas. Vous avez la liste complète. Si vous faites 1, 2, 3, et qu'après vous allez chercher d'autres que vous voulez soutenir, ils ne seront pas élus. Il faut le savoir. Parce que, comme on sait qu'on peut en placer que 3, c'est difficile. Par contre, vous leur donnez la possibilité de gagner des points à l'intérieur d'un parti. Et ça, c'est important. Et donc, si vous avez des gens que vous avez envie de soutenir, faites-le. Vous pouvez en cocher autant que vous voulez sur la liste, du moment que vous restez sur la même liste. Si vous cochez quelqu'un d'une autre liste, c'est annulé. C'est nul. Mais si vous restez sur la même liste, vous pouvez en prendre autant que vous voulez. Et faites-le. Donc s'il y a quelqu'un que vous avez envie de soutenir, moi ici je vous donne les 3 premiers parce que c'est une stratégie pour les 3 qui doivent passer. Mais après, pour le vrai, ils sont tous chouettes. Ils sont tous bien, les gens. Enfin, donc c'est pas un choix de quelqu'un de bien ou quelqu'un de pas bien. Ils sont tous chouettes. Donc si vous avez envie d'en soutenir un ou une en particulier, faites-le. Faites-le. Parce que ça lui donnera du poids à l'intérieur du parti. Et ça, c'est important de le faire. Moi, vous savez, en politique, ce qui compte, c'est ce que vous faites, mais c'est surtout ce que vous pesez comme poids électoral. Et donc, si vous avez envie de donner du poids à quelqu'un, allez-y. Dans la liste socialiste, moi, il n'y en a aucun que je déconseillerais. Et donc, faites-vous plaisir. Supportez ceux que vous avez envie de suivre. Mais voilà, moi, je me suis arrêtée aux 3 premiers parce que j'ai dit, ceux-là, c'est impératif. Vous savez, pour être élu au niveau européen, vous devez taper sur quelque chose comme 150, 180 000 voix. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Et donc, et si dans les 3 on ne les fait pas, on en perd un. C'est ça le problème, en fait. Et donc il faut vraiment soutenir. Mais encore une fois, ils sont tous chouettes. Voilà, à vous de voir. À vous de voir. La France, je suis d'accord. Quand on fait une résolution telle que celle-là, ça montre au Conseil, donc au niveau européen, il y a 3 décideurs. Il y a la Commission européenne que vous avez vue, Mogherini, qui a fait une déclaration. C'est important, parce qu'en général, Mogherini ne fait pas de déclaration si elle n'a pas un minimum de soutien du Conseil. Parce que la ministre des Affaires étrangères européennes n'a pas de compétences sans les gouvernements nationaux. Et donc, le fait qu'elle soit sortie est déjà... c'est qu'elle se sent à l'aise vis-à-vis du Conseil. Première chose. Le Parlement a une large majorité à voter ce texte. Ça veut dire que, tout parti confondu, on trouve que ça ne va pas. Le jour où on devra prendre une sanction, ça devra se faire avec le Conseil. Ça veut dire que la France devra être d'accord.
sanctions, il y a d'autres pays qui ont été sanctionnés. Hein. C'est très, quand il y a une telle violation des droits de l'homme, à un moment donné, c'est compliqué pour un seul pays de faire le veto. Et en l'occurrence, quand c'est un ex-pays colonial, c'est compliqué. Et donc, si on arrive, c'est pour ça qu'on essaye de rassembler toutes les forces, on a la Commission, on a le Parlement, s'il y a l'Union africaine, s'il y a le Conseil des Nations Unies, s'il y a... À un moment donné, la France, elle se sent isolée. Et elle ne peut pas toute seule, au nom de sa relation historique avec le Cameroun, faire face à tout le monde. Elle ne pourra pas. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment arriver à une position qui soit une position commune au maximum et pas une position partisane. Donc vraiment une position construite avec toutes les alliances possibles concernant la situation. Mais je dois avouer que moi, mon objectif, mon objectif n'est pas de sanctionner le Cameroun. Moi, mon objectif, c'est que le Cameroun modifie sa politique. La sanction, c'est l'échec. Parce que quand on sanctionne, tôt ou tard, c'est quand même la population qui est sanctionnée. Tôt ou tard, c'est quand même la population qui est sanctionnée. Et donc, nous, notre objectif, on n'a pas envie de sanctionner le Cameroun. L'objectif, c'est de faire en sorte que le gouvernement dise on est isolé. Alors, vous connaissez mieux votre gouvernement, le gouvernement camerounais que moi, mais c'est la conjonction de manifestations pacifiques, de pressions qui viennent de pays voisins, de l'Union africaine, de l'Europe. Si on arrive à aligner toutes les planètes, mais ça peut faire plus de pression. Et donc ça peut donner plus de succès à une opposition qui demanderait un changement de régime. Et en plus, il est quand même vieux maintenant, non? C'est pas lui, toi. Non, je sais, c'est pas lui, mais c'est lui qui incarne. Et donc, mais c'est un peu ce qui se passe. Moi, je trouve que c'est intéressant de voir ce qui se passe en Algérie pour l'instant. S'il vous plaît. Je pense que c'est intéressant de regarder ce qui se passe en Algérie pour l'instant. C'est pas Bouteflika, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est la même chose. Et par des manifestations pacifiques, par des positions qui sont prises en interne, ben oui, l'armée est en train de jouer, chacun place ses pions, et ça bouge. Les choses bougent. Et en Algérie, il n'y a même pas de position internationale. Ça se passe en interne, et les choses sont en train de bouger. Donc, il y a des momentum qui font qu'il y a des choses qui peuvent se passer. Mais voilà, c'est difficile à prévoir. C'est vraiment des choses qui sont extrêmement difficiles à prévoir pour le moment. Mais la question est pertinente. La France a un droit de veto, évidemment, quand on a une position du Conseil. Ça, c'est clair, et donc il faut essayer de faire bouger ça. Les APE, alors, l'Europe a très très mal joué dans le cadre des APE. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essayé d'avoir des groupes de partenariat économique par région. Donc elle a d'abord négocié avec l'Afrique, la zone de la SADC, donc d'Afrique du Sud, mais alors elle a toujours cherché le leader de la négociation. Évidemment, quand vous négociez un APE avec l'Afrique du Sud, et que vous dites que le leader c'est l'Afrique du Sud, tous les autres pays n'ont plus rien à dire, en clair. Et donc l'Afrique du Sud, moteur économique de la région, a imposé aux autres pays son point de vue, sa manière de voir. Et donc, c'est le seul APE qui est passé sans heurts vis-à-vis de la Commission. C'est l'APE SADC qui est passé. Les autres, Afrique centrale, Afrique de l'Est et Afrique de l'Ouest, ont été des accords qui ont eu beaucoup de mal. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la Commission? Au début, elle a joué la région, en disant le développement régional est la chose à promouvoir. Et c'est vrai que je pense qu'au niveau africain, il est préférable de développer des zones de libre-échange économique intra-africains que l'exportation vers l'Europe. Pour plein de raisons, mais le fait de faciliter les échanges entre les pays africains est beaucoup plus intéressant pour les pays africains. Il y a moins les questions des normes, des produits, donc c'est beaucoup plus intéressant, ces zones-là. Et
quand l'Europe a vu qu'il était difficile d'obtenir l'APE régionale, elle a commencé à mal jouer. Elle a dit, mais moi je vais faire des APE bilatéraux. Si les Africains ne savent pas s'entendre entre eux, eh bien moi je vais faire des accords bilatéraux. Et en faisant ça, elle a cassé la dynamique régionale. Elle est venue empêcher la dynamique du développement régional. Elle l'a fait avec l'Afrique de l'Ouest sur le Ghana, la Côte d'Ivoire, parce que comme le Nigeria bloquait l'APE régionale, elle a dit c'est pas grave, le Nigeria on va le mettre de côté. Vous imaginez un pays de 200 millions d'habitants, première richesse, création de richesse africaine, hein, avant l'Afrique du Sud. Hein. Moi c'est ce que j'ai dit à la commission. C'est comme si l'Allemagne était contre un accord avec, je sais pas moi, la Chinois, et que les Chinois disent pas grave, on va faire avec la France, on va faire avec l'Italie, et on va mettre l'Allemagne de côté. Vous croyez que l'Allemagne va se laisser faire? Jamais de la vie. Hein. Ah ben ici, oui, ce qui s'est passé, c'est que la Commission a directement négocié avec le Ghana et la Côte d'Ivoire, en disant, de manière malhonnête, au Ghana, parce que moi je les ai rencontrés, en disant, si vous n'acceptez pas notre accord bilatéral, vous ne pouvez plus exporter aux tarifs préférentiels vers l'Europe. Et qu'est-ce qu'ils exportaient aux tarifs préférentiels vers l'Europe? Les bananes et les cacao. Alors moi j'ai été voir le Ghana et la Côte d'Ivoire. Je leur ai dit, mais vous croyez sincèrement que l'Europe va arrêter de faire rentrer aux tarifs préférentiels les bananes et le cacao? Je veux dire, c'est nous qui les transformons. Et donc on a besoin de les faire rentrer à tarifs préférentiels. Donc ne jouez pas dans leur jeu, ils font du chantage, mais ils ne vont pas aller jusqu'au bout. Et ils ont eu peur au Ghana et en Côte d'Ivoire, et donc ils ont accepté l'APE bilatérale sous la pression des Européens. Idem avec le Kenya, la même chose. Ils ont dit, vous n'êtes pas d'accord, ils les avaient mis sur une liste pour les sortir des tarifs préférentiels. Et donc ils ont mis le couteau sur la gorge, et c'est ce qui s'est passé avec le Cameroun. Et donc, je trouve que c'est un jeu qui est un jeu malhonnête de la part des Européens. Ah, mais donc j'ai dénoncé ça. Je dis, c'est malhonnête de la part des Européens de le faire de cette manière-là. Et les Européens rétorquent, oui, mais, et là c'est peut-être un argument, il va falloir qu'on réfléchisse, oui, mais le problème c'est que vis-à-vis de nous, les pays africains sont extrêmement exigeants vis-à-vis des Européens, et ils ne le sont pas vis-à-vis des Chinois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous regardez sur toute l'Afrique, l'Afrique est inondée de produits inutiles chinois. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une réflexion là-dessus, pas avec l'Europe, l'Europe n'a rien à voir là-dedans, mais l'Afrique doit savoir exactement ce qu'elle est prête à donner et à obtenir d'une négociation avec la Chine. On est dans la même situation. Hein. Les Chinois aujourd'hui sont en train de négocier tous les ports italiens, parce que l'Italie est en train de couler. C'est pas pour rien. Hein. C'est toute la route de la soie qui permet à l'industrie chinoise de pénétrer le marché européen. Quand je dis qu'on a les mêmes défis, l'Europe et l'Afrique, c'est pas une blague. Hein. On est face aux mêmes prédateurs aujourd'hui. Exactement. Et donc, on doit apprendre l'un de l'autre. Mais la manière dont l'Europe a travaillé avec l'Afrique jusqu'à présent reste, excusez-moi le terme, reste dans une logique post-coloniale. On est toujours dans cette logique-là. Toujours. Et on doit en sortir. Mais pour ça, il faut qu'on soit à deux. Il faut que le partenaire africain sorte aussi de la logique post-coloniale. C'est ce que le MRC absolument. Pardon? C'est ce que le MRC. Exactement. Et donc il faut vraiment qu'on établisse ces partenariats-là avec des gens de bonne volonté qui veulent sortir de ça. C'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est dans l'intérêt long terme de tout le monde de le faire de cette manière-là. Et donc moi, c'est la raison pour laquelle je conteste les accords de libre-échange tels qu'ils sont aujourd'hui. Je voudrais des accords d'échange avec les pays africains, mais qui protègent. Par exemple, il y a toute cette histoire avec je parlais du lait tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les productions de lait? Les producteurs de lait européens
donc les libéraux, on avait des quotas laitiers. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas produire au-dessus d'un certain niveau de production de lait. Donc c'était des quotas, c'était bloqué. Et avec ces quotas, on subsidiait les producteurs de lait, mais en même temps le subside n'était pas trop important parce que vu qu'on bloquait, le prix restait haut. Vu qu'avec un quota, il y avait un prix défini de lait. La logique libérale, c'est le marché, dit mais il n'y a pas besoin de faire des quotas, laissez faire le marché, l'offre et la demande. Et ça va s'auto-réguler. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc nous on était contre, c'est quand même passé. Il n'y a plus de quotas, donc les fermiers produisent, les éleveurs produisent, et les acheteurs, Lactalis, Danone, les laissent produire. Et puis ils disent, mais il y a trop de lait sur le marché, et donc le prix diminue. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que le prix du lait ne rembourse pas le coût de la production. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour les faire survivre? Il faut les subsidier. Donc, on subsidie les fermiers, les éleveurs, alors que le prix est au plancher par l'agribusiness. Un système qui est suicidaire. Hein. L'agribusiness, qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète le lait à un prix zéro. Vraiment, il ne faut rien. Elle extrait du lait le beurre. Et elle dit, le beurre, c'est un marché de niche de luxe en Chine. Elle dit très bien, je vais produire du beurre que je vais vendre très cher en Chine. Donc le prix du lait est très bas, elle prend le beurre, elle a gagné 300% de bénéfices et elle le vend en Chine. Pas contente d'avoir fait 300% sur le prix du beurre, elle dit, il me reste la poudre de lait qui est dégraissée. Ah, il faut valoriser cette poudre de lait dégraissée. Et elle dit, ah ben, la poudre de lait dégraissée, tenez-vous bien, hein, on va la réengraisser avec de l'huile de palme. Donc on réengraisse la poudre de lait avec de l'huile de palme. Tout ça en Europe, hein. Donc ça fait tourner la machine économique européenne avec de l'huile de palme. De l'huile de palme qui vient d'Asie du Sud-Est, souvent, là où il y a la déforestation par l'huile de palme, donc climat. On fait des marches sur le climat, mais... Une fois que le lait a été réengraissé avec de l'huile de palme, les Européens, vous savez, l'huile de palme, nous, on n'est pas d'accord. Hein? Où est-ce qu'on envoie l'huile de palme? Le lait engraissé à l'huile de palme en Afrique. Un accord entre l'Union européenne et le Sénégal, où le lait en poudre réengraissé à l'huile de palme rentre sur le marché. Le problème, c'est qu'en Afrique, on n'a pas l'étiquetage tel qu'on a en Belgique, en Europe. Donc quand vous avez sur les marchés africains du lait en poudre réengraissé à l'huile de palme, vous n'avez pas l'étiquetage qui dit réengraissé à l'huile de palme. Donc les gens, ils achètent du lait en poudre. 30% moins cher que le lait africain. 30% moins cher. Et donc les éleveurs africains dans lesquels on a investi dans le cadre de l'aide au développement pour qu'il y ait des cellules de pasteurisation, ils crèvent. C'est pas possible. Et donc, des boîtes comme Danone remplissent les poches avec le beurre en Chine, se remplissent les poches avec le lait, l'huile de palme en Afrique, et tous les agriculteurs sont en train de crever. Les agriculteurs d'ici, parce qu'il y a un suicide par jour d'agriculteurs, hein, les agriculteurs d'ici et les agriculteurs de là-bas. Ça c'est permis avec les accords de libre-échange, parce que le lait en poudre engraissé à l'huile de palme est sur la ligne tarifaire. Et donc je dis, mais on ne peut pas faire ça. Je dis, mais vous êtes fous. Vous êtes fous. Il faut arrêter la machine, quoi. On ne peut pas continuer comme ça. Juste un peu, ouais. Parce que la question, je vais poser à des simples. Ouais. S'il vous plaît, Amand, attendez un peu. Il faut mais il veut continuer dans la logique. Pour finir, et puis on va
Parce que la question que je vais poser à question, en dénonçant les accords des APE, tels que le MSA, une intention de faire, est-ce que ça n'aurait pas bloqué un petit peu les décisions que vos collègues de l'Union européenne auraient se pencher dans nos élections? C'était ça, pour conclure. Le MRC doit continuer à les dénoncer, parce que vous défendez votre population en le faisant. Donc vous devez continuer à les dénoncer. Et sachez tout simplement qu'en continuant à dénoncer les accords de libre-échange, sachez-le, vous serez une cible, vous serez un ennemi identifié par le milieu industriel. Donc sachez-le. Par exemple, quand j'ai fait l'observation électorale au Nigeria, il faut savoir que, donc c'est pas par hasard que j'ai choisi le Nigeria pour faire l'observation électorale. La commission ne voulait pas que je sois observatrice électorale. Pourquoi? Parce que la commission a dit, nous ne souhaitons qu'une chose, c'est que Buhari dégage. Et nous allons travailler avec le milieu industriel nigérian pour aller dans ce sens. Ce qu'ils ont oublié, c'est que Buhari, c'est un monsieur du peuple. Et que une voix de l'industrie contre 10 voix du peuple, c'est quand même les 10 voix du peuple qui gagnent. Sauf quand l'industrie paye le peuple. Et ça, c'est toute la difficulté. Ça, c'est toute la difficulté. Mais sachez que vous opposez aux accords de libre-échange, vous serez une cible claire de la part du monde industriel de votre pays. De votre pays. Ça, il faut juste le savoir. Moi, je le sens. Hein. Voilà. La deuxième vague. Oui. Je suis Issa Bialal, avec je sors de l'Allemagne. Tout à l'heure, je voulais poser deux questions. Une mission de l'Union européenne, parce que je veux voir. Je voulais savoir si cette mission, ce voyage a été prévu avant la résolution, ou alors c'était juste un hasard de calendrier. Elle était au Cameroun. Elle était au Cameroun. Mais ils ont parlé dans tous les points. Je dis qu'elle est au Cameroun. Ah oui, c'était pas lié à la résolution. Okay. Est-ce que c'est un hasard ou alors c'était prévu? Deuxième chose, je voudrais m'en présenter sur le contenu. C'est vrai que le contenu de la résolution, tous les Camerounais, nous tous ici, nous sommes d'accord, mais il y a des points qu'on peut discuter, dont on peut discuter de la véracité. Quand on dit dans le point H, on dit que, les francophones et les Camerounais, les francophones et les anglophones. Ouais. Le point H. Ah oui, oui. Excusez-moi. Tout à fait. Considérant que les tensions subsistent entre la majorité francophone et les communautés anglophones minoritaires, est-ce que ça cadre avec la réalité? Nous tous sommes ici dans la salle, est-ce qu'on a des problèmes francophones, anglophones quelque part en dehors de la guerre qui est dans cette région? Donc, le contenu de ces résolutions fait aussi problème, fait débat. Il en est de même, la Commission, le Parlement glisse de façon insidieuse le problème de l'homosexualité dans son point numéro H. Un problème qui a été débattu, auquel je ne sais pas si on avocat, le gouvernement camerounais a répondu depuis. Et quoi que nos coutumes aussi sont contre cette mesure. En faisant prévaloir le droit humanitaire, l'ingérence humanitaire, l'Union européenne ne faudrait pas aussi insidieusement faire glisser nous imposer certaines habitudes qui ne sont pas les nôtres. Et enfin, je transpire. Quand vous avez tout à l'heure que la position, parlant du Nigeria, la position de l'Union européenne est de faire partie Buhari. Pas de l'Union. Hein. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est la position de la Commission qui défend les accords de libre-échange. Ok, excusez-moi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ok, de faire partir. La position de la Commission qui dit que sans Buhari, elle est sûre d'avoir un accord de partenariat économique. Voilà. Avec Buhari, elle est sûre de ne pas l'avoir.
Ok, donc pour le faire partir, vous avez dit, quel projet à travailler avec Avec l'industrie, l'industrie. bien sûr. Ok, Ouais. ok, voilà, c'est la question. Quand je rentrais dans cette salle, on reprochait ce retour au colonialisme qu'on veut imposer, que la France a le Cameroun. Est-ce que c'est que on reproche à la France de vouloir rester paternaliste avec le Cameroun? Une institution de l'Union européenne n'encourage pas cela. Voilà, c'est ça